à mon tour de féliciter les organisateurs pour avoir réussi à mettre sur pied. D'accord, très bien. D'accord. Avoir réussi à mettre sur pied dans des conditions extrêmement difficiles ce congrès. Bravo. Et je les remercie également de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui d'un sujet qui est certes assez compliqué, qui est la génétique en ORL. Un clinicien n'est jamais à l'aise quand il s'agit de parler de génétique, mais je vais essayer de le faire sans trop faire de dégâts, du moins je l'espère. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit... alors comment ça marche là ? Faire un petit historique sur la génétique pour vous dire que depuis la description de l'ADN dans les années 60 par Watson, Crick et Wilkins, qui ont eu à l'époque d'ailleurs le prix Nobel à cette occasion, la génétique n'a pas cessé de faire des progrès. Elle est devenue incontournable dans de nombreux domaines et la génétique régit notre physiologie, nos pathologies et même notre comportement. Malheureusement, si la découverte d'un gène responsable d'une maladie est un progrès incontestable, il ne débouche pas encore, du moins dans l'immense majorité des cas, sur une thérapeutique efficace. Excusez-moi, là, j'arrive pas. Je sais pas. Au secours, j'arrive pas à avancer là. Ah, c'est bon, c'est bon. En fait, je voulais vous rappeler que, en réalité, la génétique, la pionnière en génétique médicale, en particulier celle qui a mis en place la biologie moléculaire, qui est à la base de la recherche génétique, ce n'est pas Crick et Watson, c'est une dame qui s'appelle Rosalind Franklin, qui a décrit la structure en double brin de l'ADN, et à la fin des années 50, et non pas Crick et Watson. Et pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, sa découverte a été mise sous silence. Et c'est ce qu'on appelait d'ailleurs à cette occasion l'effet Matilda. Et cette biologie moléculaire est à la base de la recherche justement de tout ce qui est mutation, délétion génétique. Et je vous citerai pour mémoire deux techniques principales. La PCR, qui est un examen qui est très à la mode actuellement, pandémie oblige, et le Southern blot, qui est une méthode pour sonder la présence d'une séquence précise d'ADN dans un échantillon d'ADN. Alors très rapidement, cette diapositive pour parler surtout des mutations mitochondriales, parce que la mitochondrie ont leur propre génome et les mitochondries proviennent généralement exclusivement de la mère. Ainsi, l'enfant à naître possédera essentiellement des mitochondries issues de la mère. Les maladies liées au génome mitochondrial atteindront aussi bien les filles que les garçons, mais la transmission va s'arrêter avec les garçons. Dans notre spécialité, comme le reste de la médecine d'ailleurs, la génétique a apporté beaucoup de bénéfices à notre spécialité. De nombreuses avancées ont été faites dans l'identification de maladies génétiques, en particulier la surdité de l'enfant, qui a été un des gros progrès de la génétique en ORL. Alors la surdité, il est maintenant admis que près de 80% des surdités de perception de l'enfant sont d'origine génétique. Le chapitre de surdité qu'on appelait sporadique étaient en fait des surdités génétiques, et ce chapitre de surdité sporadique tend à diminuer au profit des surdités génétiques. Ce sont en majorité des cas des maladies monosomiques, et devant une surdité de perception d'un enfant, il faut absolument chercher en priorité une origine génétique, se faire aider d'un généticien, faire un bilan complet, évidemment demander des tests de biologie moléculaire orientés en fonction du gène suspecté d'être en mutation.
Alors cette exploration va permettre à son issue de diviser les surdités en deux catégories, des surdités syndromiques et des surdités isolées. Alors pour ces surdités syndromiques, environ 10% des surdités de l'enfant s'intègrent dans un syndrome génétique. De très nombreux syndromes ont été décrits et plus de 100 gènes ont été identifiés. À leur tête, le syndrome de Pedred, qui est une affection autosomique récessive avec surdité fluctuante, prélinguale, précoce, avec des malformations du labyrinthe. Et un goitre euthyroïdien ou hypothyroïdien. Il faut y penser systématiquement devant toute surdité de perception avec une dilatation de l'aqueduc du vestibule à la TDM. Alors c'est important parce que sur le plan du conseil génétique, la surdité de transmission, de la surdité apparaissant chez ce sujet suppose des parents certes sains, mais porteurs hétérozygotes automatiques, asymptomatiques. Donc il faudra en tenir compte dans le cadre d'un projet parental ultérieur. Il en est de même pour le syndrome d'Usher, qui est une affection d'une gravité redoutable, qui atteint à la fois la vision et l'audition. Et ce syndrome d'Usher est divisé en 3 catégories, le type 1 étant le plus grave, avec surdité totale et cécité progressive très rapidement. À ce jour, 13 localisations chromosomiques ont été découvertes, 8 gènes ont été impliqués, avec près de 200 mutations. En raison de la gravité de cette affection, le conseil génétique est déterminant et compte tenu de son mode de transmission, la fréquence d'apparition de nouveaux cas dans une fratrie issue de parents porteurs sains est de 25% à chaque grossesse. Les descendants de patients atteints seront tous porteurs sains. La fréquence de transmission augmente considérablement si les deux parents sont atteints. Alors, dans ces cas-là, le diagnostic prénatal peut être recommandé et être proposé aux familles dont un ou plusieurs enfants sont atteints avec éventuellement à l'issue une interruption volontaire de grossesse. Le syndrome de Waardenburg, il associe des signes de dépigmentation cutanée et une surdité neurosensorielle due à l'absence de mélanocytes au niveau de plusieurs organes. Alors dans cette pathologie, l'expressivité extrêmement variable au sein d'une même famille du syndrome de Waardenburg pose un problème réel de diagnostic majeur. En effet, des personnes porteurs de la même anomalie génétique vont présenter, suivant les cas, soit des surdités profondes, soit des symptômes tout à fait anodins, tels que par exemple un blanchissement prématuré des cheveux. La recherche de cette mutation dans les cas index est recommandée en raison des risques de transmission à la descendance qui est évalué à 50%. Le syndrome de Jervell-Lange-Jensen, qu'on appelle également syndrome du QT long congénital, qui est rare, à transmission autosomique récessive et qui comporte une surdité profonde bilatérale et un QT long à l'électrocardiogramme. Ce syndrome est lié à une homozygosie sur le gène d'un chromosome 11 codant pour les canaux potassiques. De nombreux médicaments sont contre-indiqués dans cette situation et les parents qui sont hétérozygotes obligatoires pourront présenter des troubles légers tels que des petits troubles auditifs ou parfois des anomalies du QT. Enfin, le syndrome d'Alport qui associe une atteinte rénale familiale, une surdité de perception légère à moyenne, parfois sévère, et des anomalies ophtalmologiques. Cette maladie est liée à une anomalie du collagène de type 4. La transmission se fait le plus souvent sur un mode dominant lié au chromosome X. La recherche de cette mutation chez la mère et les collatéraux de sexe féminin est vivement recommandée en raison du risque de transmission qui est quand même évalué à 50%. Alors, les mutations mitochondriales, l'ADN mitochondrial est transmis uniquement par la mère et seules les mutations transmissibles sont transmissibles. Alors il faut y penser devant toute association surdité de perception profonde associée à un diabète. Il faut rechercher justement cette mutation dans le cadre du conseil génétique ultérieur en cas de projet parental. Donc en conclusion de ce chapitre, le dénominateur commun de ces surdités syndromiques est l'association de plusieurs atteintes. Le diagnostic moléculaire est indiqué surtout dans les formes atypiques et polysymptomatiques. Leur mode de transmission est variable et nécessite une information éclairée des patients, de leur famille
essentiellement dans le cadre d'un projet parental. Le dépistage prénatal est possible dès la 12e semaine et son indication dépendra évidemment de l'atteinte qu'on devra rechercher. On pourra en dire quelques mots si vous voulez en fin d'exposé. Les surdités isolées de l'enfant, elles prennent souvent l'allure de surdités sporadiques, isolées, apparaissant pour des parents sains. Les gènes les plus fréquemment en cause sont les gènes de la connexine 26 et de la connexine 30. Ce sont des surdités isolées à imagerie normale, survenant donc dans une famille où il n'y a pas d'antécédent de surdité. Et les mutations sont localisées soit sur le chromosome 35 pour la connexine 26 ou le chromosome 13 pour la connexine 30. Alors, le problème de cette pathologie, c'est que les porteurs sains d'une mutation de la connexine 26 ou 30 est relativement répandue. Elle touche à peu près 1 à 3% de l'ensemble de la population. C'est ce qui explique d'ailleurs l'apparition de surdité dans des foyers ou dans des couples où il n'y a pas d'antécédent de surdité familiale. Donc dans ces deux cas, la surdité bilatérale isolée, le diagnostic moléculaire est disponible pour ces deux mutations. Et c'est le premier diagnostic moléculaire demandé en cas de surdité de perception bilatérale, prélinguale, isolée à imagerie normale. Il est important de la rechercher pour l'information des parents dans le cadre justement d'un projet parental ultérieur pour qu'ils soient informés de la pathologie qui risque de survenir dans 25% des cas. Alors pour clore ce chapitre sur la surdité, le gène de l'autoferline, qui est une surdité autosomique récessive due à une mutation du gène de l'autoferline, la particularité de cette pathologie, c'est la conservation des auto-émissions acoustiques. Donc il faut chercher cette mutation devant toute surdité de perception profonde chez un enfant, un petit enfant, qui a des auto-émissions acoustiques conservées. Ainsi, la génétique est devenue un outil indispensable devant toute surdité congénitale, qu'elle soit syndromique ou non. Cette recherche est indiquée pour identifier le gène en cause, rechercher les porteurs sains et faire proposer un conseil génétique aux parents, voire, dans certaines situations bien précises, proposer un diagnostic prénatal. Alors, quelques mots sur les syndromes polymalformatifs cervicaux, faciaux. De nombreux syndromes ont été décrits, comportant des aplasies mineures, majeures, des enchondromes, des fistules, des malformations crânio-faciales, des malformations vertébrales. On cite pêle-mêle le syndrome de Franceschetti, Crouzon, Treacher-Collins, etc. Le mode de transmission est généralement autosomique dominant, mais dans certains cas autosomique récessif. Les gènes en cause ont pour la plupart des cas été identifiés, qui sont sièges de mutations, soit transmises par les parents, soit des mutations de novo chez des personnes, des femmes qui ont un diabète familial, qui ont un diabète déséquilibré, en cas de grossesse à un sujet d'âge avancé, ou en cas de père d'un âge également avancé. La recherche de ces mutations est recommandée en raison de la gravité des atteintes. La descendance du sujet atteint peut porter cette mutation et l'indication d'un diagnostic prénatal est indispensable dans ces situations avec éventuellement une interruption de grossesse volontaire à l'issue. Quelques mots sur les surdités de l'adulte, pas tellement l'autospongiose qui est une surdité, qui est une maladie multifactorielle dont l'étiologie génétique est certaine. Donc il n'est pas question de faire des tests de biologie moléculaire, le diagnostic étant évident à l'interrogatoire, aux examens cliniques et paracliniques et à l'imagerie. Ce n'est pas le cas de l'ostéogenèse imparfaite, qui est une pathologie héréditaire osseuse responsable d'une fragilité osseuse. C'est une maladie génétique du collagène. Elle est associée à deux gènes situés sur le chromosome 17. Les mutations surviennent souvent de novo chez des parents apparemment sains. La surdité touche environ 50% des sujets atteints et prend l'aspect d'une ankylose tapédo-vestibulaire dont elle partage d'ailleurs le traitement. La recherche de cette mutation est recommandée devant les risques de récurrence pour la descendance. Et enfin, les surdités mitochondriales syndromiques, non syndromiques plutôt, alors doit être évoquée devant toute surdité familiale avec un mode de transmission maternelle exclusif.
la mutation la plus fréquente est associée à un risque majeur d'autotoxicité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont présenter une surdité de perception profonde pour une dose minime de macrolides. Et il faut y penser justement devant toute surdité brusque médicamenteuse. Et cette mutation, lorsqu'elle est retrouvée, devra être étendue à la fratrie pour justement éviter la récurrence de ce type de mésaventure. Donc, nous allons passer aux tumeurs de la base du crâne et de l'angle pontocérébelleux, la neurofibromatose de type 2, qui est une maladie autosomique dominante de pénétrance élevée caractérisée par l'apparition de tumeurs provenant des cellules de la crête neurale. Cette maladie résulte de l'inactivation de 2 gènes allèles du gène NF2. Il importe de rechercher une atteinte du gène NF2 devant tout patient porteur de schwannomes vestibulaires bilatéraux et d'une tumeur intracrânienne, ainsi que des patients porteurs d'une tumeur intracrânienne ayant un membre de leur famille atteint justement de schwannome vestibulaire, de NF2. La même recherche est proposée aux descendants afin de détecter les sujets porteurs sains dont la surveillance à long terme est vivement recommandée. La neurofibromatose de type 1, qu'on appelle plus communément la maladie de von Recklinghausen, c'est une maladie génétique fréquente. Elle touche un individu pour 3500. 30 à 50% des patients présentent une mutation de novo, c'est-à-dire sans aucun antécédent familial. Le gène est localisé au niveau du bras long du chromosome 17. Et il faut noter que le risque de développer un schwannome vestibulaire chez ces personnes est identique à celui de la population normale. Donc, elle ne prédispose pas à un schwannome vestibulaire. Et enfin, la maladie de von Hippel-Lindau, qui se caractérise sur le plan ORL par l'apparition d'une tumeur du sac endolymphatique. Sur le plan génétique, la maladie de von Hippel-Lindau est une maladie autosomique dominante due à une défaillance d'un gène suppresseur. La tumeur du sac endolymphatique est un adénocarcinome. Elle est observée chez 15% des malades. La mutation de ce gène est identifiable dans tous les cas. Elle est à rechercher devant toute tumeur du sac endolymphatique, même apparemment isolée. La recherche pourra s'étendre évidemment quand elle est découverte aux membres de la fratrie, surtout en cas de projet parental. La pathologie rhinosinusienne. Alors, essentiellement, la mucoviscidose qui occupe une place à part dans la pathologie génétique de l'enfant. C'est une maladie qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité de nombreux télétons à la télévision, de nombreux génétons, avec malheureusement pas encore de solution dans le cadre de la thérapie génique. C'est une des maladies autosomiques récessives grave, la plus fréquente en Europe. Elle atteint environ un nouveau-né pour 2500, ce qui correspond à une fréquence des hétérozygotes porteurs sains de la maladie à 1 pour 25, ce qui est énorme. Les manifestations cliniques débutent souvent tôt dans la vie et associent une atteinte respiratoire qui conditionne le pronostic. Elle est due à une anomalie du gène CFTR et l'identification de cette anomalie a plusieurs intérêts, notamment confirmer le diagnostic de mucoviscidose, faire bénéficier les parents d'un diagnostic prénatal lorsque le risque de récurrence à chaque grossesse est important, apporter un conseil génétique aux patients adultes qui formulent un projet parental. Et enfin, faire bénéficier les apparentés d'une recherche de statut hétérozygote, toujours dans le cadre d'un projet parental. Nous allons passer au cancer des voies aérodigestives supérieures. Alors, le cancer est en fait un caractère génétique incontestable, sauf qu'il s'agit de mutations somatiques et non germinales, comme dans les maladies congénitales. Le cancer est rarement une maladie au sens mendélien du terme, dans la mesure où il est rarement héréditaire à quelques exceptions près. Les formes héréditaires de cancer de transmission autosomique dominant représentent environ 1 à 5% des cancers. L'exemple type est le cancer colorectal. Alors, la dégénérescence cancéreuse est supportée par un ensemble de gènes qu'on divise en 3 catégories, les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de réparation. Alors, il existe un équilibre entre les gènes, les proto-oncogènes et les gènes suppresseurs qui permettent justement
le turnover cellulaire physiologique chez tout individu, dans tous les organes. Alors, voyons quelques-uns de ces gènes. Le gène RAS, c'est une protéine ayant un rôle de proto-oncogène. Une tumeur sur 4 chez l'homme possède une mutation de ce gène. Le gène MYC, c'est un proto-oncogène qui est surexprimé dans certains cancers humains quand il est soumis à des mutations ou à une surexpression. Il stimule la prolifération cellulaire, qui est d'ailleurs le début de la cancérogénèse. L'EGFR, dont vous avez tous entendu parler, l'inactivation de l'EGFR diminue la prolifération cellulaire. L'EGFR est fréquemment surexprimé dans les cancers primitifs des cancers des VADS. Le gène de la protéine P53. On considère la protéine P53 comme le gardien de l'intégrité cellulaire. Près de 50% des cancers humains ont une P53 qui est mutée et qui aura perdu ses capacités antiprolifératives et apoptotiques. Bon, je vais passer sur le gène d'acycline D1 pour passer directement à la place de la génétique dans le traitement des cancers des VADS. Il est connu que les cancers des VADS ont un pronostic relativement réservé et les résultats stagnent malgré les progrès de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Certains cancers sont chimiosensibles, d'autres sont radiosensibles. D'autres cancers sont sensibles à localisation identique et à forme histologique identique, sont sensibles à telle chimiothérapie, à telle chirurgie, et d'autres non. Donc, différentes équipes ont essayé d'adapter les profils génétiques de ces tumeurs à des protocoles thérapeutiques, en particulier une équipe française qui a analysé l'expression des oncogènes MYC, JUN et RAF, ainsi que l'expression de la protéine P53 chez une quarantaine de tumeurs des VADS. Il a été constaté qu'une expression basse de certains gènes était corrélée à une absence de réponse à la chimiothérapie d'induction. Et parallèlement, une surexpression de la protéine P53 était corrélée à une bonne réponse de la chimiothérapie d'induction. Ces éléments ouvrent la voie à un traitement adapté à l'expression génétique des tumeurs des VADS, en somme un traitement à la carte. La génétique peut-elle devenir un outil pronostic ? Peut-être. En 1998, une équipe nord-américaine a mis en évidence que la délétion du gène C9P21, site chromosomique du gène suppresseur de tumeur P16, était corrélée à une récidive locale et métastatique. En 2002, une équipe d'Ann Arbor a montré qu'une protéine P53 non mutée était corrélée à une survie meilleure. Il est donc possible d'évaluer le profil évolutif d'une tumeur des VADS à travers son expression génétique. Alors, rapidement, les cancers de la thyroïde, c'est surtout le cancer médulaire de la thyroïde et que les applications cliniques et de la génétique moléculaire sont les plus anciennes et les plus lourdes de conséquences. En effet, ce cancer est associé à une mutation du gène RET située sur le chromosome 10. Cette mutation doit être systématiquement recherchée chez les patients et sa famille. Dans les formes familiales, d'ailleurs, une chirurgie prophylactique des membres apparentés présentant des mutations du CRET est indiquée. En effet, les membres apparentés porteurs de mutations activatrices du proto-oncogène CRET développeront presque certainement un cancer médulaire de la thyroïde, et actuellement un consensus est établi pour recommander, en présence de mutations de ce gène, une thyroïdectomie prophylactique pendant l'enfance. La thérapie génique et les biothérapies, est-ce que c'est un outil thérapeutique d'avenir ? De très gros espoirs reposent désormais sur la thérapie génique, une meilleure connaissance du génome humain, une maîtrise plus grande des acides nucléiques, ARN en particulier. Des mutations virales de plus en plus sophistiquées autorisent l'espoir de corriger, de remplacer, de supprimer, d'inhiber, d'activer tel ou tel gène en fonction des pathologies. L'application en ORL reste anecdotique, même si dans la mucoviscidose, de très gros espoirs sont permis. Le domaine des surdites génétiques sera sans aucun doute un des gros chantiers de la thérapie génique, en particulier les surdites de perception. En effet, l'oreille interne, en tant qu'organe isolé, clos, se prête parfaitement à la réception de thérapies géniques ou cellulaires. La voie de la fenêtre ronde est une voie d'administration idéale, et d'ailleurs des essais thérapeutiques sont en cours
pour les surdités par mutation de gènes de l'autoferline dans certains centres. Rapidement, les thérapies cellulaires. Alors, elles consistent à greffer des cellules pour réparer un organe. C'est une thérapeutique qui est appliquée actuellement déjà pour le myocarde, pour réparer des infarctus du myocarde. L'application en ORL est en cours d'essai par certaines équipes. Ce sont des allogreffes de trachées cervicales qui seront secondairement colonisées par des cellules épithéliales respiratoires prélevées sur le patient lui-même. Parce qu'on est capable maintenant de cultiver des cellules épithéliales ou embryonnaires qui vont se reproduire à l'infini. Ceci se fait dans le cadre en ORL de la réhabilitation des laryngectomies totales ou la réparation de sténose trachéale, cervicale ou thoracique. Alors des travaux sont en cours dans certaines équipes avec des résultats, il faut le dire quand même, encourageants. Alors vous aurez remarqué que j'ai volontairement occulté tous les aspects éthiques et médico-légaux qui pourraient à eux seuls faire l'objet d'une table ronde. Donc on peut en dire quelques mots si vous voulez en fin d'exposé. Pour conclure sur le fait que notre spécialité, à l'instar des autres, connaîtra dans les années à venir des changements aussi bien dans le domaine diagnostique que thérapeutique. À l'heure actuelle, de nombreux chapitres ont vu leur prise en charge modifiée à travers le prisme de la génétique. Les surdités en sont l'exemple le plus fréquent, le plus éloquent. Il est possible maintenant de prévoir, de prévenir, même si on ne peut pas encore les traiter, de nombreuses maladies génétiques. Les cancers des VADS sont aussi impactés par les progrès de la génétique et le seront certainement plus dans le futur. Les plus gros progrès sont à venir. Nul doute que notre vision de la pathologie ORL en sera profondément modifiée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir rappelé l'importance de la génétique et de toutes ces évolutions qui ont eu lieu récemment sur ces 20-30 dernières années grâce à la technologie et de voir que finalement cette génétique, elle gère tout et on peut l'utiliser avant la naissance, avant même la conception de l'enfant, au cours de la vie, sur toutes les malformations et tous les syndromes qui semblent parfois banaux, en fait, qui existent, et jusqu'à la cancérologie et même au traitement. Donc c'est à mon avis quelque chose de très intéressant. Et on aura certainement des évolutions encore là-dessus. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Une question dans la salle ? Merci beaucoup, professeur Jenner. Oui. Et merci d'avoir rendu à Rosalind Franklin ce qui était donné à Noël Christophe. Moi, je ne connaissais pas, j'ai appris. Merci. Puis pour votre exposé qui nous a donné un petit peu un panorama de toute la génétique. Moi, je voudrais savoir en pratique comment vous faites quand vous suspectez une surdité. À quel moment vous allez demander votre bilan génétique et comment vous faites en pratique chez vous? Parce que c'est toujours compliqué en fonction des structures dans laquelle on appartient, à laquelle on appartient. Alors le problème se pose essentiellement dans la perspective d'un diagnostic prénatal. Sur le plan éthique, sur le plan médico-légal, je pense qu'il n'est pas utile de proposer un diagnostic prénatal lorsqu'on suspecte une surdité par mutation de la connectine 26 ou 30. On peut demander un diagnostic prénatal lorsqu'on suspecte une maladie de Usher, par exemple, un gros syndrome malformatif cervico-facial qui peuvent déboucher d'ailleurs sur une interruption volontaire de grossesse en raison de l'agressivité du geste. Alors le diagnostic prénatal peut être proposé à partir de la 12e semaine de grossesse. Vous savez qu'à la 12e semaine, l'œuf est à peine plus gros qu'un œuf de pigeon, donc il est extrêmement difficile de prélever à 12 semaines de grossesse du liquide amniotique, de prélever du sang du cordon ombilical, de prélever des microvillosités choriales pour avoir un diagnostic efficace. Parce que les diagnostics les plus efficaces sont des examens invasifs. Il y a des examens non invasifs, tels que les prélèvements sanguins, chez la mère par exemple, tels que l'échographie. Bon, l'échographie ne vous permettra pas de diagnostiquer malheureusement une surdité génétique, ni l'examen du prélèvement sanguin chez la femme qui ne permettra de retrouver que dans les meilleurs des cas que des aberrations chromosomiques majeures, telles que les trisomies 21, 18, 13, etc. Et donc, le diagnostic prénatal s'impose uniquement dans certaines situations en raison de la gravité du geste qui est nécessaire. Par contre, la recherche de la mutation
après la naissance peut se faire dans tous les cas, dès qu'on suspecte une surdité, par exemple à partir de 3 mois, à partir de 6 mois, lorsqu'on suspecte devant le retard de langage d'un enfant, devant l'inquiétude des parents et surtout devant l'existence d'antécédents familiaux dans la famille, on peut à ce moment-là demander des tests génétiques sans problème. Merci.